Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans l'épisode 2, La Reine de la Mer. C'est un des titres du prochain album de Karam Al-Zouir, un artiste syrien installé à Marseille depuis quelques mois. Dans cet épisode, on a parlé de la Syrie, de Strasbourg où il a vécu, et de ses projets, dont un aura lieu à la Cité de la Musique à Marseille en mars 2026. Il m'a aussi donné une solution pour ne pas me jeter au coude. On écoutera également un extrait de La Reine de la Mer. Alors attendez, restez. Bonne écoute. Ok, on y est. Salut Karam, comment ça va? Très bien, Très bien. très bien, ça va bien. On va se baigner? Ouais. Elle a l'air pas très chaude, En effet. mais c'est pas grave. Ça, faut qu'on bouge, ça va être bien. Ça réveille. Allez, let's go alors. Oh, va te jeter au coude. Ah ouais? J'ai pas mes lunettes, dommage. Ça marche toujours? Oui. On est de retour. Alors, elle était comment? Ouais, t'es fraîche, t'es bien, ça réveille. C'est le deuxième café là aujourd'hui. Hier, je me suis baignée, mais juste là, dans le petit coin, parce qu'il y avait trop de courant. Du coup, je me prenais des claques de vagues. Je pouvais pas avancer, mais là, du coup, c'était bien. On a vu des poissons. Donc, tu t'appelles Karam. Je m'appelle Karam. On se connaît pas. T'as répondu à mon annonce sur Réseau Prospect. Oui, c'est ça. Trop bien et merci d'avoir accepté l'invitation un peu folle. Merci d'avoir envoyé le message, enfin au réseau. Bah, avec plaisir. On est du coup au Goud, un peu avant les Goudes, installés sur les rochers, un peu à l'arrache. Et Karam, ça veut dire quelque chose en syrien? Karam, ouais, ça vient de Al-Karam, c'est la générosité. Trop bien. C'est le nom de... l'adjectif c'est Karim, masculin, Karima féminin et Karam c'est la générosité. Et j'avoue que c'est un prénom assez sympa en Syrie, c'est un peu répandu, il y a des gens qui... c'est un nom de famille aussi répandu. Ah, ok. C'est au Liban et en Syrie aussi. Donc, voilà. Moi j'avais un copain très proche qui faisait de la guitare et il s'appelait Karam Karam. Ok. Nom, prénom Karam, Ouais, Karam. non, prénom, Mais ouais. non. Donc voilà, c'est assez marrant. Pour lui, c'était bizarre ou c'était normal? Bah disons qu'on rigolait bien quoi. Donc t'es syrien. T'es Oui. né en quelle année? Je suis né en 87. Ok. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton métier? Je suis altiste, je fais de alto violon. Je vis actuellement à Marseille. J'ai commencé l'alto un peu tard, j'ai commencé l'alto vers 16 ans, 17 ans. Et avant j'avais fait pas mal d'instruments. Je fais un peu de violon, un peu de piano, un peu de percussion. Je fais la danse classique pendant 2 ans au conservatoire de Damas, bien sûr. Et je travaille dans le théâtre, beaucoup dans le théâtre. Et j'ai aussi des projets en solo, où là je monte un nouveau projet en quatuor. Je compose aussi, je fais de la musique pour des films aussi. Voilà. Ok. Des longs métrages, des courts métrages? Un moyen métrage, j'en ai fait 2 courts métrages et là je fais un moyen métrage. Le dernier. Et ça a été filmé ici à Marseille et à Istanbul. Ah, trop chouette. Ça s'appelle comment? On peut les trouver quelque part? Il n'est pas encore, c'est pas encore sorti. Ça va, je sais pas quand ça va arriver, mais ouais. Ok. Ah, Ouais. je suis curieuse de voir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Ouf, ouais, c'est une longue histoire. Moi, comme j'ai dit, j'ai commencé la musique un peu petit, mais j'ai fait pas mal d'instruments. Et je peux t'avouer que j'étais un enfant terrible quand j'étais petit, donc j'étais une petite peste, même une grande peste, une vraie grande peste. Mes parents ne réussissaient pas à me canaliser, Wow. donc ils ont essayé au début avec les dessins, et j'étais très mauvais. Je me rappelle encore la réaction de la prof, elle m'a dit non mais en fait votre fils il sert pas à grand chose, surtout pas à faire des dessins. Donc après j'ai commencé à faire un peu la musique, ça me plaisait. Je savais pas que j'avais en fait quelque chose d'artistique, comment dire, qui peut me chatouiller un peu l'esprit. Mais je continuais à être l'enfant terrible à côté. J'ai fait de la danse classique pendant 2 ans. Et jusqu'à un moment, j'ai changé pas mal d'instruments, j'ai changé pas mal de disciplines. Et à un moment, il y a le bac qui est arrivé. Et moi, je voulais être journaliste.
Et en Syrie, il faut avoir des notes. Par exemple, il faut avoir 80%. Si on est à 80%, on peut faire l'école de journalisme. 70%, on peut faire avocat ou quelque chose comme ça. Donc moi, je voulais être journaliste et j'étais loin des 80%. Journaliste dans quoi? J'aimais beaucoup le sport, que ce soit le sport, peut-être soit l'art, soit la culture. Donc j'étais un peu partagé entre les deux. De toute façon, en Syrie, si on veut faire autre chose, c'est un peu compliqué vu la liberté d'expression et la dictature qu'on avait. Donc c'est un peu compliqué de se spécialiser dans le vrai journalisme. Il n'y en a pas. Hein. Du coup, je me suis dit, je vais faire la musique. J'avais commencé avec le violon quand j'étais petit, puis j'ai repris le violon un peu vers 14-15 ans, et puis j'ai raté. Et puis mon père m'a dit, vas-y, je t'emmène à un concert. Et c'était un concert d'alto. Donc violon alto, c'était violon alto avec piano. Et c'était très 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 beau. Je pense que c'est un des meilleurs concerts que j'ai vu de ma vie. Et ça m'a beaucoup marqué, le son de cet instrument-là. C'était comme quelque chose de magique. C'est crié à ce moment-là. Et je dis, voilà. Un instrument qui est pas très connu aussi, c'est un peu, ça m'aide un peu parce que tout le monde joue du violon et j'ai un vrai souci aussi avec la compétition parce qu'on est toujours en fait comparé à d'autres musiciens, donc l'alto il n'y avait pas beaucoup, du coup on est moins comparé à d'autres aussi, et surtout le son grave de l'instrument et sa taille, comme je suis grand, je suis à 1m91 aujourd'hui, du coup quand j'étais petit j'étais un peu grand. Et du coup, l'alto, ça m'allait mieux aussi. Tu faisais quoi et pourquoi tu penses que tu étais un enfant terrible? En fait, on vivait dans une société violente, très très patriarcale. Et moi, ma façon de survivre à ça, c'est aussi d'être violent, quoi. Je faisais des bagarres, je volais de l'argent, je fuguais. J'allais très peu à l'école, je mentais tout le temps. Quand un truc me plaisait pas, je me fâche, je casse des trucs, des petites vengeances par-ci par-là. Donc un vrai sale gosse, quoi. Ouais. Et après, t'as réussi à t'apaiser En fait, c'est venu avec la musique, c'est venu vraiment avec le fait de dire ok, là maintenant je vais faire de l'alto, là maintenant je vais en fait travailler pur et dur. Et du coup, je commençais à prendre vraiment le temps de tous les jours bosser 4-5 heures. Et je pense que ça m'a canalisé en fait le fait d'être au sol avec un instrument. Et il fallait avoir de la discipline. Moi, quelqu'un que j'ai très peu eu de discipline dans ma vie. Là, en fait, pour réussir, il fallait l'avoir pour que je puisse aller plus loin. Ça m'a beaucoup aidé à aller mieux et à découvrir ma sensibilité. Je pense que c'était aussi ça la clé, de découvrir sa sensibilité à travers la musique et l'art en général. Ouais. Est-ce que tu as une histoire liée à ta naissance ou pas spécialement? Non, pas vraiment. Liée à ma naissance, pas vraiment. Après, je suis comme tout le monde en fait, j'ai une histoire comme tout le monde, je ne l'ai pas choisie. Ouais. Ni mon prénom, ni l'endroit, ni mes parents, ni la ville, ni ma langue maternelle, voilà. Donc, c'est-à-dire que tu aurais voulu naître ailleurs, avoir une autre vie? J'avoue, en fait, naître quand on est dans un pays comme la Syrie ou Damas, c'est très beau, hein, ça peut être très beau. Depuis que je suis tout petit, j'avais toujours envie de partir, en fait. De pouvoir partir à l'étranger, venir en Europe. Naître dans un pays comme ça, en fait, tu découvres aussi un peu que, on a parlé un peu de la violence elle est un peu là, etc. Et quand on est en fait un enfant un peu sensible ou pas, je pense qu'on commence à regarder un peu ailleurs. Mais encore une fois, j'ai grandi à Damas, c'est une super ville, j'adore. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai respiré. La première fois, c'est là où je mangeais plein de choses. Et c'est là aussi où j'ai erré dans ces rues et tout ça. Et je pense en fait, pour les gens qui naissent là-bas, je pense qu'on mérite mieux. C'est-à-dire on mérite un meilleur gouvernement, un meilleur pays qui est un peu plus sécure pour les gens. Et on mérite ici un endroit où il y a la liberté. Les gens peuvent aussi peuvent vivre tranquillement avec un peu de boulot, un peu de liberté d'expression.
Et je pense que ça vient de là. Donc c'est un peu la même histoire de tous mes potes aussi. Il y avait toujours envie de partir un jour. En fait, on se dit toujours qu'il y a toujours dans le cœur d'un Syrien, il y a toujours un petit Syrien qui a envie de partir. Okay. Et du coup, voilà, je pense que c'est une question de temps, à un moment ou un autre. Si on a les moyens, je pense on le fait. Et c'était comment la révolution syrienne? Ah, c'est une grande question. Moi, je suis parti assez tôt, donc la révolution syrienne a commencé mi-mars 2011. Et moi, je suis arrivé en France le 30 octobre 2011. Donc voilà, j'ai pas vécu très longtemps la révolution. T'es parti instantanément dès que ça a commencé? En fait, j'ai commencé à me préparer parce que là, j'avais fini mon diplôme d'éducation musicale. J'avais fait un diplôme d'éducation musicale pour pouvoir enseigner. J'avais commencé à préparer ma venue en France. Je commence à dire ok parce que j'ai des connaissances qui habitent Strasbourg. Et du coup, je me suis dit bon, peut-être je commence à me préparer petit à petit pour commencer à venir en France. Il faut apprendre la langue et trouver une université, aller au conservatoire, j'en sais rien. Et puis la révolution, elle a commencé en mars 2011. J'ai fait quelques petites manifestations, un peu à Damas, un peu à Homs. J'avais un peu de boulot à faire, et je me rappelle très bien, c'était en avril 2011, et j'allais chez un copain, et là je voyais en fait, il habitait au 4e étage je crois, et en mettant sur le balcon, la révolution avait déjà démarré à Homs, et là il y avait un quartier qui se faisait bombarder par l'armée syrienne, mais c'était une vraie guerre, hein. J'ai pas vu ça de ma vie, que les gens se faisaient bombarder à cause de leur avis ou parce qu'ils ont manifesté. Et là, j'ai senti quelque chose qui est très fort à l'intérieur de moi. Je n'ai pas réussi à dormir la nuit. Le lendemain, j'avais mes amis qui venaient de Damas à Homs parce qu'ils avaient des problèmes. Il y a des gens qui commencent à se faire choper dans notre entourage. Et le jour où ils sont arrivés, c'était la grande manifestation à Homs où il y a eu plusieurs dizaines de milliers et ils sont venus me dire mais Karam, le régime est tombé, le régime va tomber, c'est pas possible avec la manif qu'on va avoir aujourd'hui. Je leur ai dit mais en fait vous êtes venus de Damas ici pour manifester ou pour un peu en fait trouver un endroit où vous pouvez juste être un peu à l'abri. Ils m'ont dit non mais le régime va tomber, c'est pas possible. Je dis mais en fait j'ai eu l'intuition hier quand j'ai vu vraiment le quartier bombardé, je dis mais en fait ça vaut rien en fait. Nous on vaut rien quoi. C'est-à-dire ça coûte une balle ça coûte j'en sais rien 50 centimes, 40 centimes. Moi je leur ai dit en fait j'ai vu les quartiers se faire bombarder et c'est la guerre. Et en fait moi je reste plus une seconde ici parce qu'on va être un chiffre. Demain il y aura je sais pas combien de morts dans cette manif là et on sera un chiffre. Donc moi je suis parti le jour même. Ils ont fait la manifestation, la grande manifestation à Homs et là il y a eu des centaines de morts et plein de blessés. Le service de renseignement de sécurité militaire syrien a tiré sur les manifestants à balles réelles. Et je me rappelle un de mes potes très proche, il m'a dit t'es un peu lâche quand même, non? Je dis 1000 fois le mot lâche et pas un mot dire que je suis mort. Du coup, après, j'ai suivi la révolution sur les réseaux sociaux de loin. 2017, ça allait un peu mieux, mais je pense à partir de 2018, j'ai coupé complètement de regarder les nouvelles. Et je commençais à juste appeler mes parents, à voir comment ils vont et discuter, voilà, avec vérifier en fait que mes proches là-bas vont bien. Et le reste, j'ai un peu abandonné. Ouais. Et, Strasbourg, tu l'as vécu comment? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as réussi tout de suite à t'acclimater, trouver peut-être du travail, des choses comme ça? Oui, j'ai adoré Strasbourg. C'est une super ville là pour arriver. Les gens sont super sympas. C'est une petite ville. Il y a l'Allemagne à côté. Ce qui est génial avec Strasbourg, c'est une ville européenne et du coup on peut aller même en Allemagne à vélo. Et Strasbourg aussi, c'est une ville où la culture est très importante. Il y a un climat de bons enfants un peu partout, tout le monde est sympa et il y a du boulot. Quoi de mieux en fait d'arriver
à une ville si sereine. En fait, je me sentais vraiment bien. Je pense que j'avais une envie en fait que cette ville m'appartienne, parce que comme j'avais quitté ma ville, je cherchais une autre ville et je voulais absolument en fait que les rues de Strasbourg m'appartiennent avant de partir, que je connais vraiment tout, que j'ai eu ma dose jusqu'au bout. Et au bout de 3 ans, je commence à sentir que Strasbourg c'est chez moi, mais le rue m'appartenait pas encore. Du coup, j'ai attendu jusqu'au moment en fait que tout m'appartenait dans la ville et que je puisse, au cas où ça marche pas ailleurs, et ben je peux revenir à Strasbourg. Marseille parce que j'ai des copains ici. En fait, je cherchais aussi un peu le soleil. J'en avais marre au bout de 14 ans un peu à Strasbourg. Je sentais que c'était le moment aussi de faire une nouvelle vie. Pourquoi pas proche de la mer, un endroit où il y a du soleil et une grande ville aussi où je peux aussi rencontrer d'autres musiciens ou artistes venant du monde arabe ou africain, ou vraiment un peu partout, d'Amérique latine, pourquoi pas aussi, mais vraiment quelque chose qui est pas uniquement européen comme c'est le cas à Strasbourg. Je pense aussi, c'est aussi une recherche pour moi pour que je change aussi mon style de musique, parce que je faisais pas mal de musique, quatuor, des trios, de trucs, des choses à l'intérieur, et je pense le fait d'arriver à Marseille, j'ai envie plus de faire des musiques festives, de faire des trucs, j'en sais rien, de musique klezmer qui se joue à l'extérieur avec des morceaux arabes, des choses qui se dansent. Voilà, donc je cherchais aussi un rapport artistique que la ville pouvait m'aider à développer. Et là, actuellement, tu travailles sur 3 créations. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Une création dans le théâtre, c'est théâtre de marionnettes, théâtre contemporain. C'est un spectacle qui s'appelle Birja. Le berger je crois que c'est en géorgien, quelque chose comme ça. Et on va faire la première au festival de la marionnette à Charleville-Mézières. Je compose la musique avec une autre musicienne qui chante, s'appelle Cyralis, qui chante et qui fait la vielle à roue électrique. Donc je compose la musique, mais je joue aussi sur scène, je suis sur scène. Ça c'est Birja, qu'on va faire à Charleville-Mézières en septembre 2025. En mars 2026, on va faire la première pour un spectacle sur Kaltoum. Les 50 ans de Kaltoum, ça c'est en partenariat avec le TNS, Théâtre National de Strasbourg. C'est super bon, on va travailler sur Kaltoum. C'est une chanteuse j'ai grandi avec ses chansons. C'est une chanteuse égyptienne, très 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 connue dans le monde arabe. Et ça c'est un projet que je monte à Marseille. À la Cité de la Musique, je monte un quatuor de musique Arménie, Turquie, Syrie, entre musique traditionnelle, musique contemporaine et musique improvisée. Un projet très très fou que ça fait longtemps j'avais envie de faire. Et là ça sera en mars 2026 aussi. Et le projet s'appelle Taxi. La Taxi ? Oui, Taxie. C'est de la taxi, c'est un phénomène de lumière en fait. Quand les plantes se dirigent vers la lumière, et du coup c'est l'idée en fait de chercher la musique traditionnelle qui est toujours en mouvement constant vers la musique contemporaine et vers la musique expérimentale. Donc on va retrouver les chants traditionnels arméniens, turcs et syriens, mais dans un contexte contemporain où on a 4 instruments qui se mélangent et tous les 4 on va chanter. Donc ça mélange voix, instruments et surtout pas mal de timbres. Ok, ça a l'air génial. J'ai hâte de suivre. Moi j'ai hâte aussi, j'ai pas mal d'idées qui commencent à monter, je commence à écrire un peu, je me prépare maintenant. Je te propose qu'on écoute un extrait de ton futur album qui va sortir en octobre, c'est ça ? Qui va sortir en octobre, on croise les doigts. Ouais. Pour sortir, c'est envoyé là, donc pour le pressage. Donc on attend le retour parce qu'il y a les tests, il y a les essais, qu'on attend les tests pour arriver pour voir si ça va bien sonner. Azostia
donc ça c'est un extrait, c'était un extrait, donc le titre c'est La Reine de la Mer, de ton album Mashka Daim, c'est comme ça que Mashka ça se prononce Daim. Mashka Daim. Qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, l'idée, tout ça? Ah, Mashka Daim, Mashka Daim, c'est un... Ah, comment le traduire j'ai jamais pensé à le traduire en français, mais c'est un état. Pendant toute une période, j'étais la personne que tout le monde m'appelait pour raconter, pour qu'ils me racontent leurs soucis dans la vie avec les amis, mais aussi dans mes relations amoureuses. Et j'avoue que des fois, ça me pesait beaucoup. Tu vois, ce genre, ces gens-là, en fait, qui nous font rire, mais eux, ils sont un peu tristes dans la vie. Ouais, je vois très bien. Et t'as pas mal de personnes, en fait, qui donnent la joie aussi aux autres, mais eux, ils n'arrivent pas à se donner la joie. Ils arrivent à donner confiance aux autres, mais ils n'arrivent pas à se donner confiance à eux-mêmes. Et pendant un moment très précis dans ma vie, j'avais envie, en fait, d'avoir... une personne accueillante aussi pour pouvoir livrer mes pensées négatives, mes soucis, mes angoisses, voilà. Et j'avoue que c'était un peu dur de trouver cette personne-là. Du coup, j'ai essayé de le faire de manière un peu artistique. Et c'était vraiment, je choisis le moment avant de partir de Strasbourg pour pouvoir un peu vider un peu mon sac. Après 14 ans à Strasbourg, et je me suis dit j'avais envie de le faire d'une manière un peu artistique, c'est pour ça que j'appelle Mashka Daim, pour pouvoir raconter un trop-plein que j'avais eu. Mais en même temps, je fais très attention que ma musique ne soit pas une thérapie. Je ne veux pas que ça soit une thérapie, je voulais juste lancer un trop-plein. J'ai envie d'exprimer de manière artistique et que la thérapie ne soit pas une échappatoire artistique non plus, quoi. Donc j'essaie de... Mais forcément, l'art que tu fais, ça vient de tes émotions, donc ça on peut pas aller contre ça. C'est sûr, mais j'ai pas envie, en fait, à chaque fois que je suis stressé ou à chaque fois j'ai un souci avec quelque chose, que je le travaille d'une manière artistique. Je pense qu'il y a un vrai travail aussi de faire d'une manière psychologique, à faire pour comprendre aussi, oui, avant de sortir, de dire ok, bah ça va sortir, ok, bah, je vais composer un morceau, je vais parler de ce truc-là. Après, ce morceau-là, par exemple, si je parlais d'une angoisse ou je parlais d'un truc, il va être là toute ma vie. Le stress ou l'angoisse ou des trucs comme ça, j'ai envie de les dépasser. J'ai pas envie que ce soit là. Donc c'est pour ça, en fait, j'essaye aussi de le dépasser dans la vraie vie. Et je pense que l'art, ça aide, mais c'est pas une solution. Et je pense que c'est bien aussi l'art, ça permet aussi d'accoucher d'une émotion, d'une situation, d'un truc. Il y a beaucoup de films qui ont été réalisés de la part de réalisateurs ils en parlent eux-mêmes, dépressifs, très anxieux, qui ont une quête existentielle. Je pense à Lars von Trier par exemple, je sais pas si tu vois ce réalisateur danois ou suédois, je sais plus. Et il y a aussi, j'ai oublié comme par hasard, Mother de Aronofsky. Attends, c'est Mother, ouais c'est ça. Et c'est un film très particulier que moi j'adore. Du coup pour moi c'est pas forcément... Enfin moi je le vois pas personnellement comme un problème. C'est pas mal vu en tout cas de l'extérieur. Je pense après on est des artistes, on a le droit de faire ce qu'on veut. De toute façon on fait ce qu'on peut voilà, avec ce qu'on a. Après je vais dire mais oui, mais pourquoi je fais, en fait moi je me pose toujours la question pourquoi je fais ce film là. Est-ce que je fais ce film là pour que j'aille mieux? Est-ce que je fais cette musique là pour que j'aille mieux? Mais qu'est-ce que je présente aussi aux autres, quoi, comme un travail artistique. Oui, donc ce qui me concerne aussi moi, c'est comment peut-être je peux avoir le travail artistique et l'insensibilité artistique aussi. Oui, complètement. Et pour finir cette discussion, je me demandais, toi, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Donc j'imagine faire de la musique et tout ça. Est-ce que tu te réfugies que dans la musique? Est-ce que tu as un rituel quand tu vas pas bien? Très bonne question. Je pense que ça varie les moments et l'intensité du stress ou de l'angoisse ou des choses comme ça. Pour aller mieux, ça dépend. En ce moment, c'est plus le sport. Je vais courir, je vais nager. Je fais du yoga, j'ai installé une application pour méditation, ça m'aide beaucoup aussi. Voir les gens, faire des bons plats, aller voir les films, appeler les gens que j'aime, ça m'aide beaucoup. Et là, j'ai appris, ça fait un bout de temps là, je commence à jouer aux échecs. Ah yes, trop bien. Et
Je pense que c'est un super moyen aussi d'oublier qu'on va mal, parce qu'on réfléchit vraiment à comment on bouge les pions, les pièces sur l'échiquier, et ça aide beaucoup en fait à aller mieux. En fait, pas aller mieux, je pense que c'est pas une but en soi de jouer aux échecs, mais je pense que c'est un moyen en fait de l'utiliser pour oublier là où on est. Tout ça, on met comme des petits moyens pour aller mieux, mais ça aide pas. Vraiment, il faut aller consulter, quoi. Il faut aller voir si c'est passager, c'est la preuve qu'on est humain. Et si c'est pas passager, il faut aller voir peut-être quelqu'un, consulter, et ne pas trop faire une charge sur les gens qui sont autour de nous. J'ai fait ce podcast parce que je suis en quête existentielle depuis ma naissance. J'ai beaucoup de questionnements. Là, je traverse une phase un peu où je me sens un peu bof. Et j'ai besoin d'idées concrètes pour passer le temps, pour aller mieux. Est-ce que du coup, tu me conseillerais de jouer aux échecs, par exemple ? Tu peux apprendre, oui. Tu peux apprendre. Après, les idées concrètes, ça dépend des gens. Il faut que si tu trouves tes choses, ça peut être bien. Hein. Mais après, ça peut être basket, ça peut être la danse, ça peut être l'apnée, ça peut être... J'ai déjà fait un peu tout ça. C'est vrai ? Ouais, testé. Ouais. Franchement, je suis un peu obsessionnelle comme personne et tu m'as mis une idée, parce que j'avais déjà testé les échecs, j'aimais vraiment bien. Je vais réessayer de jouer aux échecs. Essaye. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ça. Et ouais. Et on a besoin des femmes qui jouent aux échecs. Bah ouais. Comme on a besoin des femmes qui font des maths, mais aussi on a besoin des femmes qui jouent aux échecs. C'est vrai. Donc il n'y en a pas beaucoup. Donc ouais, c'est cool aussi. Venez, oui. Ouais, non, il n'y a que des mecs là. Donc, venez, oui. Grave, merci. Ouais. Merci pour ton soutien. Plaisir. Et merci d'avoir accepté Avec cette plaisir. invitation. Merci à vous d'avoir écouté. Je vais tester les échecs et vous raconter comment ça se passe. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Et voilà, l'épisode 2 est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver également le deuxième format de mon podcast qui s'appelle Journal. C'est des sortes de journaux intimes où je parle seule. C'est des épisodes plus courts. Et sinon, rendez-vous très bientôt pour la nouvelle discussion avec ma prochaine invitée. Un grand merci à Fred Restagno de m'avoir prêté sa voix pour le générique. À bientôt.